Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de GNU Linux et on va voir ensemble un petit peu tout ce qui se rattache aux distributions. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, durant l'introduction, en vous expliquant qu'autour de l'écosystème GNU Linux, on ne retrouve pas finalement qu'un seul système qui va donc intégrer, donc embarquer le noyau Linux, mais plusieurs centaines et forcément pour quelqu'un qui vient démarrer, qui veut découvrir un petit peu ces 500 de systèmes, pas toujours évident de savoir par où commencer, sur quoi démarrer, finalement lequel choisir par rapport aux besoins qu'on peut avoir. Donc cette vidéo va permettre, avant même qu'on passe à l'installation du système qui sera utilisé pour l'ensemble de cette playlist, hein, pour le cours, on va voir un petit peu, je vais vous montrer en tout cas en détail ce qu'il en est par rapport à ça. Ce que vous voyez ici sur votre droite à votre écran, alors je l'ai mis en tout petit bien sûr ici un petit peu en transparence, c'est un énorme organigramme on peut dire, donc il y a tout un ensemble en fait de nœuds, donc vous voyez plusieurs lignes, il y a également plusieurs points mais ils sont peut-être un peu petits. Et bien en fait ce sont, sachant que cette liste en plus n'est pas à jour du tout, l'ensemble des distributions GNU Linux qui sont connues. Voilà, donc ça vous donne comme ça un petit aperçu rapide en tout cas de la centaine, des plusieurs centaines en fait de distributions qui existent. Alors bien sûr, certaines ont pu changer de nom, ont été remplacées, d'autres ont simplement été arrêtées. Il y a beaucoup de distributions ensuite, hein, qui ne perdurent pas, on va dire, continuellement dans le temps. Mais il y en a qui existent depuis l'origine même, d'accord, des systèmes GNU Linux, et qui existent encore aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Pour ça, on va retrouver principalement plusieurs familles. D'accord, on va commencer justement un peu à décortiquer tout ça, parce que vous découvrez sûrement pour beaucoup, tout cet écosystème aujourd'hui en suivant ce cours, et il va falloir qu'on puisse un petit peu s'en sortir et voir un peu comment catégoriser, comment on va pouvoir un peu éplucher tout ça. Principalement, on va retrouver plusieurs familles de distributions, c'est-à-dire des distributions qui sont ce qu'on appelle les distributions mères. D'accord, elles sont un petit peu à l'origine de plein d'autres, et beaucoup des distributions que vous voyez notamment sur l'image sur la droite sont issues ou sont basées en tout cas sur celle-ci. Alors les informations que je vais vous donner évidemment ont pu évoluer avec certains cas, par exemple il peut y avoir une distribution qui a été basée sur une autre et qui par la suite est devenue totalement indépendante et a pu devenir une distribution mère à son tour. Donc évidemment il y a des choses qui ont évolué, hein, en plusieurs dizaines d'années, forcément toute l'évolution a amené énormément de changements. Globalement on va retrouver plusieurs familles et je vais comme ça en plus vous présenter des exemples de distributions qui sont actuelles, d'accord, parce que c'est des choses pareilles qui évoluent, donc il y a beaucoup je vais pas me contenter de vous parler de distributions qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ne sont plus utilisées, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Voici globalement quelques familles. Une première famille que vous connaissez forcément même sans le savoir, c'est la famille des systèmes, ou en tout cas du système Android. D'accord, donc là bon, c'est AOSP, c'est pour un Android Open Source Project, d'accord, donc le projet à code ouvert Android, qui a donné donc bien sûr naissance à plein de systèmes Android qu'on connaît ou d'autres, voilà, des dérivés comme ceux que je vous ai cités ici en exemple sur la présentation et que l'on connaît parfaitement et qui font partie un petit peu de l'ensemble des smartphones que vous avez, hein, pour beaucoup si vous n'êtes pas sur du matériel Apple. On retrouve également la famille Arch. Alors, ce que je mets ici, par exemple Arch, donc c'est Arch Linux, hein, Linux, c'est un système aussi, d'accord. Faut pas voir forcément ça comme juste un nom de famille et ensuite on a plein de systèmes. Ce que j'ai mis en gras, donc en fait, est aussi un système. Donc Arch est un système et ensuite vous en avez plein d'autres qui sont basés ou dérivés de celui-ci. Donc là, je vous ai mis des exemples comme Manjaro, SteamOS qui aujourd'hui est aussi basé sur Arch. Ce n'était pas le cas à l'époque, hein. À l'époque, c'était sur une autre distribution mère dont on va parler un petit peu après. Et vous voyez qu'il y a comme ça pas mal d'autres exemples. Donc je vous ai mis encore une fois des noms un petit peu actuels sur des distributions dont on entend parler de nos jours, certaines qui sont un peu plus récentes aussi, et d'autres qui existent depuis plusieurs années, dont ont quand même un grand historique, voilà, qui existe depuis plus de 10 ans pour certaines, donc qui sont suffisamment éprouvées au moment où je vous parle. On a la famille également, peut-être une des plus connues, hein, la famille de Debian. Donc c'est de là, voilà, qui était issu au départ SteamOS, notamment, hein, le système d'exploitation de Valve. Et on retrouve pas mal d'exemples. Donc Devuan, c'est un fork, c'est-à-dire c'est une copie en fait dérivée de Debian, sans, pour ceux qui connaissent, System D, voilà, vous connaissez peut-être. Mais sinon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et après, beaucoup de distributions très connues, Ubuntu, voilà, Mint, également Elementary OS, peut-être un peu moins connu comme Solus, Powerot, etc. Donc beaucoup orienté sécurité. Et pour ceux qui utilisent par exemple du Raspberry, même chose, le système actuel qui est pas iOS, un nouveau nom qui était Raspbian à l'époque, est aussi bien sûr basé sur Debian. Donc ça c'est sûrement la distribution mère qui a le plus de dérivés.
Voilà, c'est sûrement celle qui est le plus utilisée comme base pour construire tout un tas d'autres distributions GNU Linux. On retrouve Gentoo. Gentoo, un peu moins répandu, mais c'est aussi fait partie vraiment des anciens, donc qui a servi de base pour le système de Google, hein, Chromium, voilà, Mochaccino et Pentoo. J'ai mis comme ça des petits exemples aussi. Donc un petit peu moins, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela, encore une fois, hein, sur l'organigramme, il y a beaucoup plus de distributions qui sont basées sur Gentoo, mais je vous ai mis encore une fois celles dont on parle le plus de nos jours, qui sont très utilisées, voilà, qui sont populaires. Bref, on va dire des distributions un peu de référence finalement. On a ensuite le grand groupe, donc la distribution mère qui est Red Hat, qui a donné ensuite la version entreprise, donc que j'ai mis RHEL hein, avec les 4 lettres. On a Fedora, on a Rocky Linux qui est en fait une version, alors je crois que c'est pas d'ailleurs ça que j'ai laissé CentOS ici, mais bon, peu importe, parce que CentOS n'est plus vraiment celui d'époque, et on a maintenant un remplaçant, on va dire, qui est justement Rocky Linux, et Cubes, bon, qui est un cas un peu particulier aussi, donc on retrouve, voilà, et dont on entend pas mal parler aussi de nos jours. Et la famille Slackware. Donc Slackware, c'est pareil, c'est très particulier, notamment dans de la configuration, etc. C'est pour les puristes, j'ai envie de dire. Et c'est à l'origine, même s'il y avait plein d'autres projets aussi. Donc SUSE, hein, Open SUSE, parce qu'il y a eu SUSE Linux, et ensuite il y a eu Open SUSE, il y a Porteus, il y a Salix, et plein d'autres aussi. Et même chose, en réalité, ensuite, ça avait été repris par Jitrux ou Jutrix, je confonds les deux. Donc le nom a pu changer, hein, et SUSE n'était plus forcément basé par la suite sur Slackware, mais à l'origine c'est le cas, donc j'ai gardé ça un petit peu pour la présentation. Comme ça vous donne un peu les exemples. Voici globalement, voilà. Où il y a de fortes chances, si un jour, surtout avec l'expérience, vous testez une distribution GNU Linux, il y a quand même de fortes chances que ce soit basé sur une de ces 6 distributions mères que j'ai mis ici en gras. Et on a ensuite des distributions qui sont originales, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément basées sur une autre, voilà, qui sont complètement parties de rien. Donc on a des exemples comme Alpine, Clear Linux, je crois que ça vient de Intel, si j'ai pas de bêtises. On a Gobo Linux, NixOS, Void, voilà, et puis on a évidemment plein d'autres, mais ça c'est les noms un petit peu qui me revenaient, qui font partie bien des éléments actuels. Donc voilà, c'est bien de connaître un petit peu ces noms-là. Donc vous voyez déjà, juste en vous présentant des distributions, on va dire populaires, actuelles de référence, il y en a beaucoup. C'est comme si voilà, on vous mettait pour Windows et bien, autant de versions de Windows différentes que ce que je vous indiquais ici, distribution. S'il faut faire un choix, ça devient vite compliqué avec le nombre d'exemples qu'on a. Mais on va bien sûr développer ça un peu pour la suite. Passons, puisque c'est l'intérêt d'avoir fait cet épisode-là, c'est pour ça que je voulais le faire assez rapidement, sur des critères de sélection. Dans l'introduction, je vous avais présenté quelques objectifs qui ont pu être visés ou non, hein, d'ailleurs en fonction, parce que c'est beaucoup en théorie concernant cette distribution. Rappelez-vous, hein, sur l'éthique, le partage, l'utilisation de formats ouverts, les fameuses règles du logiciel libre, voilà ce genre de choses. Et on va parler cette fois-ci de la réalité, c'est-à-dire pas forcément ce qu'on peut imaginer, voilà, des besoins des utilisateurs, mais ce que les utilisateurs vont véritablement rechercher. C'est-à-dire par la suite, alors je pars du principe bien sûr que pour la majorité vous ne connaissez pas hein, tout cet environnement, GNU Linux, etc. Donc vous allez bien évidemment découvrir ce nouveau système d'exploitation avec moi et avec celui notamment que je vais utiliser pendant ce cours. Ce sera ce qui sera bien sûr recommandé pour commencer. Mais bien évidemment, par la suite, vous serez plus autonome, vous aurez l'expérience aussi, et donc vous allez pouvoir vous amuser à tester pas mal d'autres choses. Et il y a forte chance que, à la suite, eh bien, vous changiez et que vous vous mettiez, si vous comptez en tout cas adopter ce système, à utiliser une toute autre distribution. Donc le but, c'est de voir un petit peu pour les gens qui se poseraient la question. Alors là, ça concerne aussi bien les gens qui découvrent tout cet univers-là et les gens qui sont bien, on va dire, bien intégrés dans le milieu, mais se disent, il y a des centaines de distributions, laquelle choisir, laquelle installer, laquelle utiliser au quotidien, voilà. On n'arrive pas forcément à se décider, donc je vais vous donner quelques critères qui peuvent vous aider en ça. Encore une fois, c'est vous qui aurez toujours le dernier mot, donc je ne pourrai pas choisir à votre place, mais sur des critères qui me semblent pertinents, en tout cas, pour ne pas surtout s'attarder sur des critères qui n'auraient pas leur importance, et qui en fait même pourraient être confus par rapport à votre choix de l'utilisation de la distribution que vous voudriez utiliser. Premier critère qui me semble être le premier, j'ai envie de dire le plus important de tous, c'est l'usage en lui-même. On est bien d'accord que si vous comptez vous servir de votre système pour un usage personnel, voilà, chez vous, ou si c'est pour un usage professionnel, ce sera forcément différent. Vous n'allez pas utiliser les mêmes logiciels, donc vous n'allez pas avoir besoin du même environnement. Peut-être que ce sera hybride, c'est-à-dire que vous avez votre ordinateur pour usage professionnel que l'usage personnel.
et plein de raisons. Ça peut être aussi parce que vous voulez installer un système GNU Linux sur un appareil mobile, ou voilà, encore une fois un appareil connecté, peu importe, ou sur un serveur, voilà, si vous voulez faire de l'hébergement, ce genre de choses, de fichiers, ou simplement pour recycler une vieille machine. Voilà, vous avez un très vieil ordinateur, Windows ne pourra pas tourner dessus, ce n'est pas un ordinateur de la marque Apple, donc et voilà, la question ne se pose pas, mais vous souhaiteriez, on va dire, donner voilà, une nouvelle vie à cet appareil-là, et donc ça peut être intéressant de voir ce qui peut être fait. Donc l'usage premier, c'est à vous de vous poser cette question, de vous dire pourquoi vous voulez utiliser votre ordinateur, ou peu importe le matériel que vous avez, et à partir de là, évidemment, peut-être que le choix de la distribution va changer en fonction de l'usage que vous voulez, et donc des besoins qui vont ressortir un peu de tout ça. Deuxième point important, on n'y pense pas, peut-être plus important pour les professionnels, et encore, pas forcément, mais c'est le support. Voilà, simplement. Il y a des personnes qui veulent, et c'est un peu logique aussi, bien avoir un support. Alors, il peut y avoir un support communautaire, c'est-à-dire ce qui va être basé beaucoup sur les low wiki, les forums, comment dire, les canaux IRC. Oui, ça existe encore, même en 2025, au moment où je fais cette vidéo. Et donc, pouvoir avoir une aide, de vous dire, en cas de besoin, si je veux avoir de l'aide, est-ce que je peux trouver d'autres utilisateurs qui pourront m'aider à me dépanner ou ce genre de choses. Donc, bien sûr, l'aspect communautaire, pour certains, peut être un critère de choix par rapport à ça. S'orienter vers une distribution qui n'a pas de communauté, vous voyez, où il n'y a pas d'aide, où il n'y a pas de forum ou de guide ou ce genre de choses, ou quelqu'un sur YouTube qui éventuellement fait des vidéos ou des tutos pour vous expliquer comment l'utiliser, c'est vrai que ça donne pas forcément très envie, c'est pas forcément très accueillant. Ça peut être repoussant et même un frein pour certains. Et après, pour l'aspect plus professionnel, concernant un support technique, là, qui parfois d'ailleurs même peut être un support payant. Certaines entreprises, si elles veulent passer sur une solution GNU Linux, elles vont vouloir, à un moment donné, la possibilité d'avoir un support technique, un support compétent, en cas de problème, lié à différents aspects. Donc on veut viser une distribution qui propose un support technique. Si la distribution en question est une distribution sans un critique qui serait amateur, par exemple, évidemment, ça va pas être intéressant pour une entreprise. Donc ça peut être un critère également de choix, ce cas de figure-là précisément. Un autre cas qui découle un peu du support aussi, parce que ça fait un peu partie de ça, c'est la popularité, évidemment. Donc généralement, les distributions populaires, surtout à viser l'usage professionnel aussi, auront un support, mais ça en fait partie. Quelle est la structure autour de cette distribution? C'est-à-dire les mainteneurs, les développeurs et les mainteneurs de cette distribution, sont-ils des amateurs, donc des particuliers? Sont-ils des gens professionnels pour qui c'est le métier? Y a-t-il plusieurs contributeurs? Est-ce que c'est communautaire? Donc c'est développé par un ensemble de développeurs sur du volontariat? Et est-ce que cette distribution existe depuis 10 ans? Ou est-ce qu'elle est toute nouvelle? Et donc, c'est peut-être prendre le risque bien que cette distribution dans 6 mois ne soit plus maintenue. Et c'est un petit peu dommage pour un système d'exploitation. Imaginez, vous récupérez un système Windows, et dans 6 mois, plus personne ne fait de mise à jour dessus. On comprend bien où est le problème. Donc sur une distribution GNU Linux, on veut quelque chose, un minimum connu, bien sûr, surtout si on veut quelque chose sur le long terme. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Est-ce que c'est une association derrière une distribution qui est distribuée? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un développeur sur son temps libre? Peu importe, donc tout ça peut également être un choix, un critère de sélection pour certains. L'aspect communautaire à nouveau qu'on retrouve ici, bien sûr. Si c'est une distribution qui est connue, vous avez plus de chances de pouvoir vous faire aider en cas de besoin. Si c'est tout l'inverse, vous allez peut-être trouver une ou deux personnes qui savent l'utiliser, et ça va être beaucoup plus compliqué de trouver de l'aide, ou trouver des vidéos, des tutos, n'importe quoi, des manuels en cas de besoin. Et après, j'ai mis la compatibilité matérielle, je l'ai marqué tout simplement parce que ça rejoint un peu tout ça. Évidemment, les distributions les plus populaires peuvent avoir ensuite une reconnaissance des constructeurs, des éditeurs, et donc une meilleure prise en charge et la mise à disposition de certains pilotes, même si n'oubliez pas, on parle tout un ensemble, un écosystème GNU Linux. Donc généralement, quand vous avez un pilote qui tourne quelque part, on doit pouvoir l'adapter, parce que n'oubliez pas que le noyau Linux, c'est le même. Donc après, on peut gérer ça à ce niveau-là, donc on n'a pas ce problème des pilotes différents pour chaque distribution. Sinon, ça commencerait à devenir très très compliqué. Donc vous l'avez compris, ça peut être un critère aussi. Plus vous avez une distribution qui est populaire, qui est connue, qui est un peu une référence, et plus vous aurez quelque chose qui va être maintenu dans le temps, qui aura toute une communauté, qui aura éventuellement un support, et qui a priori sera bien compatible également avec le matériel que vous avez. Un autre point aussi, qui peut être un critère peut-être un peu moindre que les autres, mais certains peuvent rechercher, c'est tout l'aspect, donc justement la continuité, la maintenance. Donc ça rejoint ce que je disais aussi un petit peu avant, sur le fait d'avoir quelque chose qui tient en termes de popularité. Encore une fois, si une distribution par exemple vient de sortir il y a 3 mois, si vous comptez installer ça et utiliser au quotidien sur le long terme, c'est un peu risqué.
d'accord? Ça vient de sortir, rien ne vous dit que les développeurs, quels qu'ils soient, vont continuer à maintenir, parce que c'est du travail, hein, ça prend du temps, c'est éprouvant, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour maintenir une distribution. C'est un système d'exploitation, je rappelle quand même, l'ensemble. Et quelque chose de tout nouveau, voilà, qui vient de débarquer, qui a l'air génial, etc. sur le papier. Il n'y a rien qui vous dit que dans 6 mois, dans un an, ce sera encore là. Et on en connaît beaucoup. Il y a beaucoup plus de distributions GNU Linux qui disparaissent, finalement, qui s'arrêtent au bout d'un moment, que de distributions, bah, évidemment, voilà, alors qui arrivent, oui, parce que des nouvelles, il y en a aussi un peu beaucoup, mais que de distributions qui tiennent dans le temps. Voilà, les distributions vraiment qui sont éprouvées, qui sont là depuis des années, qui sont maintenues comme ça pendant 10 ans et plus, il y en a très peu, comparé à la totalité des distributions qu'il peut y avoir, ou parfois vous avez des distributions qui existent, mais la dernière mise à jour remonte à 2023. Voilà, donc là on est en 2025 au moment où je fais cette vidéo. Donc évidemment, si une distribution n'a pas une mise à jour depuis 2 ans, concernant les logiciels, hein, les pilotes, les correctifs, vous comprenez bien le problème que ça peut avoir aussi. Et c'est peut-être pas donc un très bon choix de s'orienter vers ce genre de distribution-là. Donc à voir un petit peu. Donc la maintenance, aussi un point de vue sur le fonctionnement en fait interne de celui-là. Vous remarquerez que certaines distributions opèrent avec un fonctionnement différent et totalement assumé. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien ou moins bien, c'est un choix. Certains visent la stabilité de leur distribution. C'est-à-dire qu'ils vont vous fournir une distribution avec des paquets, donc des logiciels en fait, etc., des programmes, qui ne sont pas forcément dans les toutes dernières versions, les plus récentes, mais qui sont des versions suffisamment anciennes pour être considérées comme stables. Donc il peut y avoir aussi des distributions qui proposent, alors on va dire des mainteneurs qui proposent plusieurs éditions ou plusieurs versions de leur distribution, donc par exemple stable ou instable, etc. Et il y en a d'autres, vous n'avez pas le choix. Vous avez un mainteneur, il propose une distribution qui fait partie des distributions qui vont être stables. Donc vous allez avoir quelque chose avec des logiciels peut-être un peu plus anciens en termes de version, mais comme ça date de plusieurs mois, plusieurs années, vous avez quelque chose qui est stable. Donc je pense par exemple, je sais pas, des gens qui veulent faire du montage vidéo, voilà, vous voulez faire de la modélisation, ce genre de choses, donc des calculs voilà, assez importants, vous n'avez pas envie d'avoir un système instable avec des logiciels qui plantent. C'est un exemple comme un autre. Donc on va plutôt chercher quelque chose qui tient, d'accord, qui ne va pas planter au moindre problème, ce genre de choses, plutôt que d'avoir les toutes dernières versions des logiciels, des outils, etc. À l'inverse, les développeurs, par exemple, certains ou autres, on voudrait justement avoir les outils, dès qu'ils sortent, les outils les plus à jour. Donc il y a des distributions qui sont dites en rolling release, donc le terme français en diffusion progressive, où là, généralement, quasiment dès qu'une nouvelle version de quelque chose sort, eh bien, le système propose ça en téléchargement et vous pouvez mettre à jour les différents outils vers ces dernières versions. Donc ça, c'est plus les développeurs qui vont éventuellement rechercher ça, si bien sûr ça a un intérêt, parce que certains peuvent développer sur des outils qui sont un peu plus anciens et ça va, pour pareil des questions de stabilité, mais parfois on veut utiliser les derniers outils à jour, et évidemment si vous êtes sur une distribution qui est plus stable, il y a de fortes chances qu'elle soit sur quelques versions en arrière, et donc que ça ne convienne pas à vos besoins. Donc vous voyez à nouveau, c'est très important de prendre tout ça en considération. La technicité, ça rejoint un peu le reste. Alors là, c'est pareil, on est sur des cas peut-être un peu moins importants. Ça va parler évidemment à ceux qui font de l'administration, les développeurs, etc. Donc comprenez que si parmi vous, des gens veulent juste tester ce genre de système pour la navigation sur Internet, de la bureautique, du jeu vidéo, vous, le côté technicité, vous en avez strictement rien à faire. Voilà, de savoir comment sont gérées l'installation des paquets logiciels. Tant que ça marche, voilà, à nouveau, c'est ce que je disais dans l'introduction, à la fin de l'épisode précédent, vous en fichez, voilà. Tant que ça fonctionne, que c'est stable et que vos logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser fonctionnent, de savoir que ça utilise des paquets deb ou des paquets RPM ou des paquets autre chose, franchement, déjà vous ne saurez pas forcément voilà ce que c'est, toutes ces distinctions de paquets ou de gestion de paquets, ou de comment que c'est fait en interne, et en soi, c'est pas du tout important. Pareil sur l'aspect isolation, est-ce que ça isole des processus ou pas? Est-ce que ça passe par un système de bac à sable ou non? Est-ce que ça sépare éventuellement les types d'usage? Voilà, ce genre de choses, pareil. Il y a certaines personnes pour qui ça va être important comme critère, mais pour la majeure partie des utilisateurs, non. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment le plus important au début, hein. L'usage, le support, la popularité, bien sûr. Après la maintenance, c'est déjà un peu particulier. Et la technicité, donc la structure même interne de la distribution, ça concerne que quelques personnes et la majeure partie d'entre vous, beaucoup moins. Donc à voir tout ça. Et de toute manière, après, généralement, les gens qui déjà ont un peu d'expérience savent ensuite éventuellement vers quoi ils veulent se diriger. Et pour les autres, eh bien, tout cet aspect-là n'a vraiment aucune incidence, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de distribution vis-à-vis de ça. Ça ne fera vraiment aucune différence. Et enfin,
Les valeurs, alors je sais que certains pourraient penser que c'est ce que les gens vont rechercher en priorité. Oui, une minorité, comme toujours. Voilà, les gens qui font dans le militantisme ou les gens qui veulent absolument viser certaines choses, oui. Pour eux, ça va être la priorité dans une distribution, n'importe quoi d'ailleurs, dans ce qu'ils font. Ça va être ça, hein, l'éthique, la vie privée, la liberté, etc. Mais comme je vous le disais dans l'intro aussi, dans la réalité, c'est tout autre chose. Dans la réalité, tout le monde veut un système qui ne plante pas, qui soit stable, un minimum sécurisé. Bon, oui, il y a toujours un minimum quand même à avoir. Et que vous puissiez utiliser vos logiciels et que ça tourne, voilà, simplement. Qu'on n'ait pas besoin de passer 15 ans à installer quelque chose avant que ça fonctionne. On branche une souris, elle fonctionne. On veut aller surfer sur Internet, ça marche. Voilà, les 80% des utilisateurs, c'est ça, leur usage. Les développeurs, pareil, ils veulent installer un outil, ils ont l'habitude d'utiliser des bibliothèques, des compilateurs, des environnements de développement. Ils veulent que ça puisse être disponible sur le système, que ça puisse être installé, ça fonctionne, point. Savoir après, est-ce que derrière ça collecte des données perso, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est écolo en termes d'empreinte carbone, est-ce que c'est sous licence libre, ou est-ce que c'est à licence à code ouvert GPL ou je ne sais quoi, copyleft, peu importe. Ça, c'est très secondaire pour la majeure partie des gens. Mais encore une fois, je l'ai mis dans cette liste parce que ça fait partie des critères. Voilà, peut-être que vous vous direz, eh ben, parmi la liste des distributions de GNU Linux, moi je veux une distribution qui soit 100% libre. Ok, donc il fournit que des logiciels 100% libres et qui n'utilisent rien d'autre, rien d'autre. Et dans ce cas-là, ça va énormément réduire le nombre de distributions sur lesquelles faire votre choix. Donc ça fait partie des critères de sélection parmi tout ça. Au niveau justement de l'utilisation des distributions, vous avez plein de distributions. Il y a aussi un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est que le choix va se faire aussi pour des préférences personnelles, c'est-à-dire sur les goûts, les couleurs, etc. et donc l'interface. Si vous comptez utiliser votre distribution dans votre système au quotidien, que ce soit perso ou professionnellement parlant, bah vous voulez quelque chose qui soit agréable à utiliser. Il y a le confort, il y a l'ergonomie bien sûr, mais l'aspect visuel a aussi son importance et ça peut être un critère aussi de choix pour les gens. Si vous avez un système qui n'est pas joli visuellement, vous n'allez certainement pas envie d'avoir à utiliser ça pendant des années. Il est clair que non. Sachez, c'est tout justement l'aspect par rapport à ça, qu'il existe, très important, ce qu'on appelle des environnements de bureau. D'accord. Les environnements de bureau, c'est très séparé. Si vous êtes sur un système comme Windows, comme macOS, d'accord, dans ces systèmes-là, vous avez un seul environnement. Il y a l'environnement de Windows et il y a l'environnement de macOS. D'accord. Donc il n'y a pas de choix possible. Vous pouvez après personnaliser avec des thèmes, mettre un fond d'écran, bien sûr, faire ce genre de choses, ou utiliser certains logiciels qui ne sont pas officiels pour faire quelques modifications, mais en lui-même, officiellement, nativement parlant, vous avez l'environnement du système. Au niveau de tout ce qui est distribution GNU Linux, vous avez les environnements de bureau. Donc les environnements de bureau, ce sont des programmes qui viennent s'intégrer au système, qui ne font pas partie du noyau, qui ne font pas partie des autres applications. Ça vient en plus. Il peut y avoir également ce qui va faire la composition des fenêtres, donc tout ce qui va être la gestion du système de fenêtres du système. C'est encore autre chose aussi ça. Donc ça peut être encore installé et configuré et personnalisé à part. Mais les environnements de bureau, c'est un peu tout. Alors maintenant, les environnements de bureau, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas seulement l'interface telle que vous pouvez le voir par exemple ici sous les yeux. Beaucoup proposent un ensemble d'applications. Voilà, ils peuvent proposer également l'explorateur de fichiers qui va avec, ou un terminal. Bref, donc ce n'est plus comme avant, on va dire, où il s'agissait vraiment juste de l'aspect interface graphique. Maintenant, on peut même avoir tout un ensemble, voilà, un métapaquet donc qui contient plein de programmes qui peuvent aller, je vous disais, un explorateur de fichiers, terminal, etc., un gestionnaire d'archives, voire même un éditeur de texte, bref, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. L'avantage de ça, concernant les choix, c'est que vous en avez plein. Alors je vais vous présenter bien sûr les plus réputés, les plus connus, mais il en existe plein, et ça va déjà être le point de départ sur votre choix, sur l'aspect justement visuel de ça. Donc on a Budgie, on a Cinnamon, ici, alors pareil, les versions ne sont pas forcément les plus à jour, hein. Celle-là par exemple, je sais que cette capture d'écran, elle date en fait, hein. Elle date même de, oui, pas mal d'années en réalité. Je pense que là, il y a 3-4 versions là, qui sont de retard sur celle-ci, mais bon voilà, ça montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. On a Deepin, donc qui ressemble un peu à ça. Enlightenment, donc qui ressemble un peu plus à ça. On a GNOME, donc GNOME voilà, qui est c'est même plus qu'un environnement, non, c'est un gros écosystème, hein. Il y a plein de logiciels inclus, etc. Bref, c'est un des mastodontes, hein, parmi les environnements de bureau. On a Hyperland, voilà, qui est un peu plus récent. Voilà, c'est un petit nouveau, très sympa. Donc vous voyez déjà, là, si vous avez l'habitude de Windows ou autre, il y en a qui diront mince, il n'y a pas forcément de zone de barre des tâches ou de zone où il y a les fenêtres affichées. Donc dans la barre des tâches ou une zone de notification,
Il y a des barres en haut, des barres parfois en bas, à gauche, à droite, bref, il y en a plein de dispositions différentes. Là, on a LXQt, voilà, LXQt d'ailleurs. On a Plasma, donc de KDE, et on a LXDE, on a Mate, là, on a Unity, Pantheon, on a Uke, je crois que ça se dit UQI, je sais pas exactement, et nous avons XFCE. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, globalement déjà, on est en quasiment des systèmes la tête qui sont par défaut, enfin les environnements par défaut. Je pense pas qu'il y ait eu trop de personnalisation. Vous voyez que déjà, on a plein de dispositions et d'interfaces différentes, mine de rien. Et ils y sont pas tous, hein. Les environnements de bureau, il en existe plein. Il y en a même qui sont beaucoup moins connus, qui sont faits. Il y a même des développeurs tout seuls qui développent leur propre environnement de bureau. Parce que oui, vous pourriez, si vous voulez, en tant que développeur, faire votre propre environnement. Rien ne vous l'empêcherait. Donc évidemment, on en a beaucoup qui sont disponibles. Voilà, donc ça peut ressembler à du Windows, ça peut ressembler à du macOS, ça peut ressembler à rien du tout, mais c'est original. On a vraiment plein de choses différentes. Donc comme ça, vous voyez un peu à quoi ça correspond. Pourquoi je vous montre ça? Donc déjà pour l'aspect visuel, voilà, vous voyez un petit peu ce qui vous attend, mais aussi parce que vous pourrez installer ce que vous voulez. Alors ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que généralement les distributions, d'accord, quand vous allez par exemple choisir une distribution GNU Linux, elle va proposer, alors soit il n'y a qu'un seul choix, c'est-à-dire que telle distribution utilise ou intègre, d'accord, tel environnement de bureau, ok, ou alors vous avez certains, donc c'est généralement des distributions un peu plus populaires, qui vous disent, nous voilà, on a une version avec GNOME, parce que c'est un des plus connus, on a une version avec Cinnamon, par exemple, et puis on a une version, je sais pas, avec XFCE, voilà. Et comme ça, vous téléchargez la distribution que vous voulez, vous aurez comme ça l'interface que vous préférez, vous voyez, encore une fois, question de préférence personnelle, etc., etc. Très important, petite parenthèse que je donne quand même là-dessus, parce que j'ai remarqué voilà, que beaucoup de gens choisissaient une distribution, ok, en fonction de l'environnement qui était proposé. Alors, si vous voulez gagner du temps, d'accord, pour avoir exactement ce que vous voulez dès le départ, ok, mais ne prenez jamais ce critère comme étant quelque chose de définitif, d'accord. L'environnement, je vous l'ai dit, c'est un ensemble de programmes qui sont installés sur votre système. Donc, c'est-à-dire que, théoriquement, et c'est totalement faisable, avec n'importe quelle distribution de Linux, vous pouvez installer l'environnement de bureau que vous voulez. Et j'ai même envie de dire, vous pouvez même en installer plusieurs. Et en démarrant, donc avant de démarrer votre session, vous pouvez même sélectionner l'environnement de bureau de votre choix. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire j'en utilise qu'un seul et quand je veux utiliser un autre, je dois le désinstaller. Vous pouvez faire cohabiter plusieurs environnements de bureau et ensuite, lundi, démarrer sur Unity et puis mardi, démarrer sur celui-ci. Voilà, littéralement, il n'y a rien qui l'empêcherait, c'est totalement faisable. Donc l'avantage, c'est que vous avez vraiment du choix. Vous avez le choix en termes de disposition, en termes d'interface. En plus de ça, vous pouvez en faire cohabiter si vous n'arrivez pas à vous décider qu'il y en a plusieurs que vous aimez. Après, faire attention parce que ça peut installer des programmes un peu en doublon. Si par exemple ils intègrent un terminal, vous allez vous retrouver avec 3 applications de terminal sur le même système. Donc vous n'aurez peut-être pas besoin des 3, mais voilà, en tout cas ça fonctionnera. Voilà, c'est faisable et c'est fonctionnel. Et vous avez comme ça ces possibilités-là. Donc c'est toujours changeable. Voilà. Si un jour vous récupérez une distribution qui utilise cette interface et qu'après vous n'en voulez plus, vous pouvez dégager cette interface ou quasiment la dégager et installer par exemple celle-ci. D'accord? Il n'y a rien qui empêche. Donc ne vous dites pas, j'ai pris sa distribution pour cet environnement de bureau et comme si c'était un élément qui ne pouvait pas changer. D'accord? Ce n'est jamais quelque chose d'irréversible, jamais quelque chose qui est fixe et qui est figé sur le système d'exploitation que vous allez choisir. Donc si vous n'avez pas envie ensuite d'installer vous-même à la main, bien sûr, c'est mieux de partir sur une distribution qui a déjà le bon environnement de bureau. C'est logique, on gagne un petit peu de temps, mais ne vous dites jamais que ça doit être le critère le plus important parce que c'est un élément que vous pouvez changer. Voilà. Encore une fois, ces critères-là, c'est différent. Voilà. Si vous voulez par exemple un certain gestionnaire de paquets précis, ça, vous n'allez pas pouvoir commencer à modifier, toucher aux parties système n'importe comment. Quoique théoriquement, c'est faisable. C'est ça qui est le pire, c'est qu'en réalité, ce serait faisable. Mais vous risqueriez plus de passer beaucoup de temps à bidouiller votre système plutôt que de l'utiliser, d'avoir quelque chose qui est prêt et fonctionnel. Donc ça, ce sont des critères effectivement à prendre en compte pour partir dès le départ, si possible, sur la bonne distribution. Mais l'aspect visuel, encore une fois, c'est personnalisable et vous pouvez le changer quand vous voulez. Ce n'est jamais définitif. Voilà. Comme ça, on a fait un petit peu le tour là-dessus. J'ai fait pareil aussi, alors j'avais pas montré, il y a Sugar aussi qui est un environnement pour les enfants, notamment pour tout ce qui est éducatif. Donc je crois que c'est un cercle avec plusieurs icônes, donc il y a évidemment des environnements faits pour ça, voilà, qui ont très peu d'éléments, ou éventuellement pour des gens même qui peuvent avoir des handicaps, pour avoir le moins d'interactions à faire possible là, au clavier ou à la souris, donc ça peut aider aussi. Donc bien sûr, je vous ai dit, ils ne sont pas tous là, mais ce sont quand même les plus réputés. Il y en a en plus là-dedans des très anciens, il y en a des beaucoup plus récents, notamment celui-ci, qui est un peu plus récent.
et qui d'ailleurs permet de faire plein de personnalisation. C'est-à-dire que là, ça ressemble à ça, mais dites-vous que sur juste cet environnement, vous pourriez avoir des milliers de configurations différentes. Voilà, et c'est un peu ça pour beaucoup, parce qu'on peut vraiment énormément personnaliser beaucoup de ces environnements, jusqu'à certaines limites pour certains, mais il y en a d'autres qui sont justement conçus pour vous permettre de personnaliser tout. C'est-à-dire que vous pourriez même complètement changer des choses ou inventer de nouveaux trucs. Vous avez vraiment aucune limite en fait sur la personnalisation par rapport à ça. On passe à la suite. Sur tout ça, parce que c'est bien beau, je vous ai présenté différents critères, je vous ai présenté plein d'environnements de bureau, c'est-à-dire que on avait parlé quand même de distribution, donc ça faisait déjà un choix à faire entre des centaines de distributions GNU Linux. Et en plus de ça, je viens de vous expliquer, il n'y a pas que les distributions, il y a aussi les environnements de bureau. Donc on a maintenant des dizaines d'environnements de bureau sur des centaines de distributions GNU Linux. Donc ça rajoute encore un peu plus d'éléments pour choisir. Donc encore une fois, que choisir, ce sera toujours bien sûr en définitive les choix que vous déciderez vous-même. Ok. Donc quand vous aurez l'expérience, quand vous aurez testé un petit peu les choses, quand vous saurez vous en servir, de vous-même, de toute façon, vous irez tester un petit peu ce qui existe, tester ce qui existera plus tard que l'enregistrement de cette vidéo. Et vous adopterez, vous utiliserez au quotidien ce qui vous plaît, selon vos besoins et vos goûts personnels. Pour les autres, ceux qui sont là pour découvrir, ou en tout cas qui voudront tester par la suite, je vous ai donné quelques exemples de référence. Ce ne sont pas que les seules, en tout cas, solutions possibles, d'accord? C'est purement, de façon subjective, mais pour ceux vraiment qui n'arriveraient pas à se décider, c'est-à-dire que vous savez à peu près l'usage que vous voulez sur de votre système, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Donc voici, moi, quelques exemples que je peux vous recommander et qui sont pertinents par rapport à l'usage qu'on peut avoir. Premier cas, pour un usage au quotidien. Voilà. Vous voulez utiliser votre système, ou même éventuellement vous venez de Windows, de macOS, donc vous n'êtes pas dans le bidouillage, vous n'êtes pas dans l'utilisation de la ligne de commande, vous n'allez pas aller éditer des fichiers de configuration, vous n'allez pas aller programmer des scripts. Vous voulez juste un système pour aller sur Internet, pour utiliser votre navigateur, navigateur, lire vos mails, lire vos fichiers médias, bref, traitement de texte, donc un usage tout à fait classique de tous les jours au quotidien, sans devoir commencer à faire de la configuration, etc., comme si vous étiez un développeur. Voici quelques exemples. Voilà. Mint, Ubuntu, Elementary, Deepin, Zorin, Solus. Donc après, les choix se feront en fonction un petit peu des philosophies de chacun, des gestionnaires qui proposent, lesquelles de ces distributions sont les plus stables ou non. Après, bon là, on est quand même sur des éléments assez stables, parce que c'est un usage au quotidien, donc c'est pas pour avoir quelque chose qui demande de faire du bidouillage, mais globalement, vous avez ça. Et je vous ai mis bien sûr en premier les plus, on va dire, les plus communs. D'accord? Donc là, l'exemple tout bête, pour ça, usage quotidien, Mint, c'est très bien. Ubuntu, par exemple, très bien aussi. Ça fait partie des références mondiales, ok, autour de ça. Vous installez votre système, il est prêt à l'emploi. Il y a déjà plein de logiciels qui sont préinstallés. Donc vous n'avez pas besoin d'installer votre navigateur, votre lecteur vidéo, votre logiciel de traitement de texte, c'est déjà inclus. C'est comme un Windows, c'est comme macOS, tout est prêt à l'emploi. Ok. Un autre usage. Toujours pareil, usage quotidien, mais si on veut pousser les choses un peu plus loin, voilà, si on veut quelque chose qui demande éventuellement un petit peu de configuration, sans non plus, encore une fois, de passer des heures à aller modifier des scripts ou quoi, mais voilà, on connaît déjà un petit peu l'univers GNU Linux, on a déjà utilisé une distribution, on connaît un peu le système, on sait un petit peu se débrouiller, se familiariser avec tout ça. Vous avez d'autres exemples, voilà, Debian, Fedora, Neon, donc de KDE qui fait donc KDE qui fait le Plasma notamment, qui fait cet environnement là. Voilà celui-ci. Et donc vous avez comme ça différents exemples. Et Manjaro, voilà pareil, qui est assez accessible à ce niveau-là, mais forcément qui demande d'être un peu plus familiarisé avec l'univers GNU Linux que les premiers exemples que je vous ai donnés plus haut. Si on veut faire du jeu vidéo, admettons que vous avez une machine, c'est que pour du jeu. Donc attention, là on n'est plus sur le traitement de texte, tout ça. Vous avez un ordinateur, voilà, à part, en plus, un secondaire, et c'est que pour faire du jeu. C'est votre console, ok? Je parle pas forcément d'émulation, je parle vraiment de jeux vidéo PC. L'émulation, ça peut tourner partout de toute manière. Vous pouvez installer ça sur n'importe quoi. Eh bien, vous avez SteamOS, ok, qui est fait pour ça, et vous avez PopOS. PopOS, l'avantage, c'est qu'il y a une très bonne intégration de tout ce qui est pilote et tout ce qui est donc prise en charge NVIDIA AMD. Donc ils sont réputés, ces systèmes-là, pour faire tourner un maximum de jeux PC, y compris des jeux Steam, etc. Donc si vous voulez vous faire une plateforme pour le jeu vidéo PC, et que vous ne voulez pas l'utiliser pour autre chose en majorité, ça peut être une bonne idée d'installer un de ces deux systèmes. Et comme ça, vous aurez quelque chose qui est prêt à l'emploi aussi pour cet usage en particulier. Ok. Mais encore une fois, comme je dis, dans l'absolu,
Je vous donne des exemples un peu plus orientés, mais encore une fois, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que si vous pouvez utiliser Ubuntu pour un usage même un peu plus technique. Ok, Ubuntu, ça ne veut pas dire que c'est forcément une distribution que pour les débutants. D'accord. Vous pouvez utiliser Ubuntu même si vous avez 25 ans d'expérience dans l'utilisation de Linux. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, ne pensez pas qu'il y a des distributions qui sont réservées pour les débutants, et ensuite, quand on atteint un certain niveau de familiarisation, on passe à autre chose. Non. Il y a des gens, ils connaissent Linux depuis la naissance du projet, 91, et ils utilisent toujours la même distribution, et une des distributions les plus accessibles. Donc encore une fois, il n'y a aucun problème. Voilà, vous utilisez vraiment ce que vous voulez. C'est juste que je vous donne des exemples un peu plus orientés, mais après, dans l'idée, tout est utilisable, peu importe après ce qu'on veut faire. Tout dépend, en fait, les choix dépendent de chacun. Pour un usage technique, si on veut pousser un peu plus loin, donc là c'est pour les gens qui veulent bidouiller un peu et qui veulent, comment dire, savoir utiliser leur système. C'est-à-dire, s'il y en a même certains, l'installation n'est pas forcément, alors même si ça a maintenant été bien quand même simplifié, mais il y a par exemple certains systèmes où vous devez tout installer manuellement. Voilà, limite jusqu'au moindre paquet, etc. Alors pas au point de devoir compiler carrément les programmes, on n'en est pas à ce point-là, je vous ai pas mis ces exemples-là, mais c'est-à-dire c'est le genre de système, ça il faut connaître. Donc n'installez jamais ce genre de système si vraiment vous ne savez pas ce qu'est l'univers GNU Linux, bien sûr. Parce que le jour où vous avez un problème, eh bien la plupart du temps, alors même si encore une fois il y a des blogs, il y a des wikis, etc. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour aider, mais il est toujours considéré que les gens qui utilisent ces systèmes savent utiliser ces systèmes. Donc vous êtes censé savoir utiliser un terminal, savoir toucher à des fichiers de configuration, savoir redémarrer un service, ce genre de choses. Si tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans une langue étrangère, partez sur notre distribution, il n'y aura aucun problème. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent s'amuser, qui veulent explorer d'autres choses, qui veulent des trucs un peu plus techniques, commencer à voilà, toucher un peu de la configuration, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, donc ça peut être aussi pas mal de tester pour voir, en fait, une fois que vous aurez un peu plus d'expérience, si ça vous intéresse, bien sûr. Si encore une fois vous en fichez, que vous voulez juste utiliser votre système comme n'importe quel autre, peut-être que vous resterez sur Ubuntu toute votre vie, et il n'y a aucun problème. Pour mettre en place un serveur, s'il y a des gens qui veulent faire de l'hébergement ou autre, donc on n'a généralement pas besoin d'interface graphique. Un serveur, c'est mis sur un ordinateur qui n'aura pas d'écran. Ok, on va se connecter à distance, donc on n'a pas besoin d'un écran, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a plein d'exemples. Alors, je le redis, je me répète un peu, mais c'est important. En théorie, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des distributions GNU Linux existantes au monde pour faire un serveur. Ok, comme vous pouvez utiliser n'importe laquelle pour faire du jeu vidéo. D'accord. Comprenez bien que c'est beaucoup de la même base, donc on peut installer les mêmes programmes. D'accord. Les exécutables, les logiciels vont être disponibles partout. Si vous utilisez Firefox, il est disponible sur Mint, il est disponible sur Ubuntu, il est disponible sur SteamOS, il est disponible sur Arch. D'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je le dis bien, c'est un peu orienté, mais dans l'absolu, ça fonctionne partout. Donc il y a des distributions quand même qui sont faites, qui sont préconfigurées ou prévues pour un usage en mode serveur. Donc vous avez par exemple Debian. Vous voyez, Debian, je l'ai mis tout à l'heure dans la deuxième ligne pour un usage quotidien, mais pour aller un peu plus loin. Mais c'est aussi très 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 utilisé sur un fonctionnement serveur. On se sert beaucoup de ça. On a la version d'Ubuntu qui est une variante, pas une déviante, parce que les déviants c'est autre chose, mais une variante d'Ubuntu qui est Ubuntu Server. Donc pareil, qui est faite spécialement pour ça. Rocky Linux, donc c'est un petit peu le remplaçant de CentOS, voilà, qui est donc pareil, que CentOS avait une très très bonne réputation dans l'utilisation côté serveur pour de l'hébergement, et donc son remplaçant Rocky Linux permet de faire ça et le fait très bien aussi. Voilà. Pareil Ubuntu, bon je ne l'ai pas dit, mais il y a des variantes. En réalité, vous avez plein de variantes donc, qui changent avec l'environnement de bureau. C'est-à-dire qu'Ubuntu, eh bien, vous avez Unity, vous avez ensuite Xubuntu, donc qui va être avec XFCE, vous avez Kubuntu, c'est avec Plasma, donc vous voyez, etc. Vous avez comme ça différents. Généralement, ils font leurs variantes, comme ça, donc ils changent le nom. Et selon la variante, eh bien, vous avez un environnement de bureau différent. Ce qui n'est pas le cas pour tous. Par exemple, Mint, ça s'appelle Mint, et ils proposent plusieurs versions avec des environnements de bureau différents. Mais ça reste toujours le même nom. Donc ça, ce sera à vous de voir. Mais j'ai mis juste ce nom-là parce que ça suffit pour la suite. Ok, on continue. Pour la sécurité. Si vraiment votre truc, vous êtes journaliste, lanceur d'alerte, que vous devez absolument protéger vos données, que vous avez des données à protéger, qu'en cas de vol de votre PC portable, il faut que vos données soient verrouillées, enfin vraiment inaccessibles, etc. Donc c'est le point principal, d'accord? C'est vraiment ce qui est à privilégier. Eh bien, il existe plein de distributions pour ça, et je vous en ai cité deux que j'ai mis ici, donc Cubes, là, qui fait vraiment une séparation dans des conteneurs, enfin c'est vraiment très très poussé. Ok, c'est très 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 poussé en matière de sécurité, d'isolation, etc. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et vous avez des exemples comme Tails, il y en a plein d'autres, bien sûr, qui sont faites pour ça.
Voilà, alors vous voyez que j'ai pas mis forcément de distribution pour faire du hack, genre de choses, hein, ou du développement, parce que le développement, vous le faites où vous voulez. Bon, pour le hack, il y a des distributions qui sont faites pour ça, hein, Kali, Parrot, et cetera, sont faites parce qu'elles proposent en fait des logiciels préinstallés, voire préconfigurés pour faire de la cybersécurité, tout ça. Mais je le dis encore une fois, c'est basé sur du Debian ou c'est basé sur autre chose. Donc vous pouvez faire de la cybersécurité avec n'importe quelle distribution. Très important. Et là, j'ai vraiment pris, on va dire, les cas de figure les plus courants. Donc, usage quotidien un peu avancé, le jeu vidéo, parce que c'est quand même très répandu, un usage plus technique, donc les développeurs, etc. Serveur, parce que c'est rattaché à ça, et ensuite l'aspect sécurité, parce que c'est très important aussi. Et enfin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout à l'heure on a parlé du fait de faire tourner ça sur des vieilles machines. Si vous avez besoin justement d'une distribution à faire tourner sur un vieil ordinateur, un vieil appareil, vous avez quelques exemples. Donc vous voyez l'Ubuntu, c'est une variante d'Ubuntu mais qui est allégée. Donc vous avez un environnement donc c'est LXDE je crois dessus, à moins que c'est changé avec LXQt maintenant. Donc qui est un peu plus léger que Ubuntu, voilà, qui va consommer un peu moins de ressources. Donc c'est pas non plus hyper léger, d'accord? C'est plus léger que les autres, mais pas de manière extrême. Et après, vous avez des exemples comme NTX. NTX, alors par contre, c'est très léger. Et Puppy Linux, pareil, ça a quand même la réputation de pouvoir tourner sur quasiment tout. Donc, si vraiment vous avez un vieil ordinateur qui date de la guerre, vous devriez pouvoir, de toute façon, je vous l'avais dit en intro, hein, il y a des distributions même qui font que quelques mégaoctets. Donc, en théorie, vous pouvez faire tourner un système, en tout cas un noyau Linux et même pourquoi pas un système autour sur du matériel vraiment qui est très 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 peu puissant. C'est faisable, vous avez des solutions pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir un peu, c'est ce qui fait. Vous cherchez un light, voilà, light ou tiny Linux, voilà, OS, et vous trouverez plein d'OS sur internet, plein d'exemples, etc. Alors privilégiez comme d'habitude, hein, les exemples un peu populaires et qui ont un historique, pas une distribution qui vient de sortir hier, sinon peut-être que dans 2 mois elle n'existera plus. On privilégie des choses qui sont quand même connues, qui sont déjà bien utilisées, où il y a une communauté, etc., des manuels en ligne, etc., pour vous faire aider, et d'avoir quelque chose quand même qui tienne un minimum la route. Et je ne l'ai pas, alors je ne l'ai pas noté volontairement, mais j'en avais parlé tout à l'heure rapidement, hein, pour les enfants, parce qu'il y a peut-être des gens concernés, si vous avez des enfants, ou même pour les gens qui seraient par exemple dans des écoles ou tout ça, pour des professeurs, pour tout ce qui est éducatif, il y a des distributions. Ubuntu propose une variante qui est Idubuntu, voilà, qui est faite pour ça, qui bon, vraiment voilà, avec vraiment le minimum, mais comme il faut pour voilà, des petits logiciels de dessin, ce genre de choses, tout ça. Et après, vous avez plein d'exemples, mais le problème c'est que c'est pareil, le genre de distribution, il y en a beaucoup qui existaient, qui ont arrêté d'être maintenues. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont plus utilisables, hein, voilà, c'est juste qu'il y aura plus forcément de mise à jour, il n'y a plus de mainteneur pour proposer de nouvelles versions futures. Donc vous pourrez voir un petit peu tout ça. Mais vous avez aussi Kano, donc Kano, et vous avez Endless aussi, donc à voir. Donc je vous ai pas forcément écrit les noms, parce que ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de distributions qui malheureusement ne sont plus maintenues. Mais il faut suivre un petit peu, voilà, regarde ce qui se fait, distribution éducative notamment pour les enfants, tout ça. Donc si vous voulez par exemple mettre un enfant, quand je dis enfant, c'est bon pas à 3 ans, hein, pas devant les écrans non plus à, voilà, à l'âge du biberon, mais une fois que vous voyez que vos enfants, vous estimez qu'ils commencent à être en âge de pouvoir commencer à utiliser un ordinateur de ça petit à petit, avoir quelque chose d'éducatif, sachez que vous avez des systèmes d'exploitation. Si vous avez un petit ordinateur, un vieil appareil, pareil, il y a des petits systèmes d'exploitation qui peuvent être intéressants, où il n'y a pas forcément de navigateur web, vous voyez, de choses qui seraient pas forcément de l'âge de l'enfant, et qui permettraient comme ça d'avoir accès à des jeux vidéo, des logiciels de dessin, de peinture, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Pour écouter un peu de musique, voilà, des choses qui sont tout à fait, on va dire, adaptées à leur âge. Donc ça existe aussi. Il y a des gens qui ont fait ce genre de distribution, donc c'est bien de le citer et de savoir que vous pouvez également regarder un petit peu autour de ça. Pour le cours, ce qui va évidemment, il fallait bien choisir, je vous l'ai dit. Alors, pour les gens qui débarquent, qui vont effectivement suivre ce cours parce qu'ils découvrent tout cet univers GNU Linux, tout ça, je vous recommande bien sûr à 1000% d'utiliser le même système que nous allons installer dans l'épisode précédent, non, bien sûr, l'épisode prochain, ça va de soi. Et pour les autres, après, vous ferez ce que vous voulez. C'est-à-dire que même en cours de route, si après vous voulez changer de distribution, tester autre chose, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'outils dont on va voir un peu l'usage, qui sont disponibles partout. Après, évidemment, sur les épisodes que je vais vous proposer, quand je vais vous parler un petit peu de l'explorateur de fichiers, de certains logiciels intégrés, là, c'est pas comme Windows ou macOS. C'est pas tout le monde a le même logiciel natif, le même navigateur natif, le même explorateur de fichiers natif. Non, parce que vous l'avez bien compris, tout dépend de l'environnement de bureau. Donc, à vous de voir. Soit vous voulez précisément suivre le cours parce que vous découvrez que c'est nouveau pour vous, vous êtes en train d'apprendre, et vous suivez scrupuleusement ce que je vais vous proposer et ce qui va être installé dans l'épisode qui va suivre.
ou sinon vous faites comme vous voulez, vous installez ce que vous voulez, mais attention, il y aura forcément des différences avec ce qui sera monté sur les prochains épisodes. Pour le cours, il est clair que je vais choisir Arch, non pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va choisir Cube, Cubes c'est très très bien, là, avec le système de conteneurs, d'isolation, de processeurs, tout ça, ça va être génial. Ça, les gens vont rien comprendre, ça va être super. Non, bien sûr. Pour le cours, comme je considère que vous découvrez voilà, ce nouveau ensemble de systèmes, on va donc partir sur une distribution très accessible. Pour les personnes qui avaient vu l'ancienne version sur la chaîne du cours de Linux, on était parti sur Ubuntu avec l'environnement de bureau Budgie. Donc Ubuntu Budgie, puisqu'ils ont fait une variante spécialement pour ça. Donc vous voyez, on est parti sur la base Ubuntu, qui est d'ailleurs basée sur Debian, n'oubliez pas, parce que c'est une valeur sûre, parce que ça tourne très bien. On va rester sur de la base Debian, mais on va pas partir sur Debian, parce que je vous l'ai dit, c'est déjà avec un usage un peu plus familiarisé. Donc c'est vrai que pour les débutants, c'est pas toujours plus agréable, mais ne serait-ce qu'au niveau des environnements, ça donne pas forcément très envie non plus. Donc je me suis dit trouver une distribution où l'environnement, visuellement parlant, est plutôt cool. On a même plusieurs choix, donc c'est loin d'être. En tout cas, après, ça c'est des goûts personnels, mais je trouve pas que ce soit moche, donc c'est plutôt agréable à l'œil. Ça prend en charge bien tout ce qu'il faut concernant le matériel, voilà. Ça se prend très bien en main, et il y a tout ce qu'il faut pour avoir un usage, encore une fois, au quotidien, navigation, ce que je disais, médias, etc., fichiers, programmation, ce que vous voulez. Donc ce sera, à mon sens, un très bon choix pour suivre ça et pour découvrir justement les distributions de Linux, même si rien ne nous empêchera de tester d'autres choses pour la suite. Bref, tout ça pour dire que le choix, attention, suspense, se portera pour le cours, sans surprise je pense pour certains, sur Linux Mint, voilà donc la version Mint avec l'environnement de bureau, parce qu'il propose 3 environnements différents, mais nous on partira sur la version Cinnamon, qui est peut-être ce qui se rapproche un peu plus de Windows. Vous voyez au niveau de l'interface, on a des petites icônes, etc. Un petit menu rangé par catégorie par contre. Donc vous voyez, on a la partie graphique, internet, bureautique, administration. Et ensuite dans ces catégories, vous avez les différents logiciels. Donc je trouve que c'est propre, c'est épuré. Vous voyez visuellement, on n'est pas sur une interface visuelle qui date d'il y a 30 ans. On est sur quelque chose qui fait un peu moderne quand même si il y a des choses beaucoup plus modernes aujourd'hui. Vous l'avez vu dans les petites captures d'écran de tout à l'heure dans la présentation. Mais je trouve que ça fait un bon compromis et ça restera comme ça très facile d'accès pour tout le monde. Donc ce sera très très bien pour faire un cours là-dessus. Bien évidemment, comme je l'avais dit en intro, dans l'épisode précédent, le cours, nous allons utiliser Mint, d'accord? Parce qu'il faut bien choisir une distribution pour faire un cours. Je dois faire des vidéos dessus, donc je peux pas faire des vidéos sur des distributions différentes, ça n'aurait pas de sens. En revanche, pour des installations d'autres distributions, je vous ferai ça c'est des choses que vous pouvez retrouver dans des tutos. Donc allez voir sur la playlist des tutoriels de GNU Linux et vous pouvez trouver, ou vous pourrez, tout dépend de quand est-ce que vous allez voir ça, trouver des vidéos d'installation d'autres distributions, d'autres environnements de bureau aussi. Comme ça, ça vous permettra, voilà, si vous ne savez pas, vous avez peur de faire une bêtise, de ne pas savoir comment installer les choses, trouver quelques petits tutos pour vous aider à faire ça. Et puis tester d'autres choses, encore une fois, n'ayez pas peur par la suite quand vous aurez de l'expérience à tester ça. Faire ça dans une machine virtuelle, comme ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez du choix, parce que vous avez bien vu, il y a des centaines de distributions. Donc vous aurez largement l'occasion d'en tester plusieurs. Voilà, on s'arrête là pour cet petit épisode. Donc pareil, l'épisode assez long, mais c'était important quand même de faire un peu le tour. Comme ça, on a fait les deux. Ça a permis de faire tout le tour un peu de toutes les distributions de GNU Linux, et en même temps de vous faire un petit peu un guide, un tuto sur comment choisir sa distribution, comment choisir le système parmi tous ceux qui sont disponibles, voilà, sur quels critères se baser. Donc vous avez un peu une vidéo tout en un que vous pourrez aussi partager, et ça vous permettra de choisir ce qui vous intéresse vous, et pour les autres, de partir avec Mint, comme on va le faire de toute façon dans le prochain épisode. On va installer ce système précisément, donc on fera tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Et après, on commencera à voir un petit peu comment prendre en main cet ensemble, donc tout ce système-là, et rappelez-vous, pour le premier chapitre, c'est-à-dire un usage standard. Voilà, utilisateur standard, comme on le ferait sur n'importe quel autre système, pour voir comment utiliser ce dernier au quotidien. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, partagez l'abonnement, si vous avez aimé la vidéo, c'est bien de mettre un petit j'aime aussi, c'est super important pour le référencement, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Et on passera bien sûr à l'installation de Mint. Ciao.